Mes amis étudiants en médecine et externes, membres du groupe Facebook des étudiants en médecine, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de pathologie neurologique sur les thromboses veineuses cérébrales. J'espère que ce cours va vous aider dans votre révision pour le module de neurologie. Je vais commencer mon cours par les objectifs. À la fin de ce cours, l'étudiant doit savoir que les thromboses veineuses ne sont pas des affections rares, avoir des notions de physiopathologie et des conséquences de la thrombose veineuse cérébrale sur le fonctionnement du cerveau, surtout connaître les signes cliniques évocateurs, c'est la partie la plus importante de ce cours, savoir orienter la réalisation des examens d'imagerie pour le diagnostic positif, connaître les principales causes de thrombose veineuse cérébrale, enfin savoir qu'un examen anticoagulant urgent est nécessaire dans cette pathologie. La thrombose veineuse cérébrale est une urgence neurovasculaire dont la fréquence est sous-estimée et dont le pronostic dépend de la célérité à débuter le traitement anticoagulant. Pour bien comprendre ce cours, j'ai estimé qu'une connaissance de certaines notions de l'anatomie vasculaire, essentiellement veineuse du cerveau, sont nécessaires. Alors, je vais essayer de vous donner les notions de base sur la vascularisation veineuse de l'encéphale. Le sang veineux de l'encéphale se draine par les veines cérébrales superficielles et profondes vers les sinus durmériens, sinus sagittal supérieur et les sinus latéraux. Pour les veines superficielles, sinus droit et sinus latéraux pour les veines profondes. Le sinus caverneux reçoit le sang veineux de la majeure partie de la face et de l'étage antérieur du crâne. Il se draine dans les sinus latéraux. Les sinus durmériens sont anastomosés entre eux ainsi qu'avec le système veineux extracrânien et se drainent ensuite vers les deux veines jugulaires internes. Le sinus sagittal supérieur est situé dans l'insertion supérieure de la faux du cerveau. Il s'unit au sinus droit et aux sinus latéraux pour former le torculare ou bien le pressoir d'Hérophile. Hérophile, c'était un anatomiste grec, un ancien anatomiste grec de l'Antiquité qui était le premier à pratiquer des dissections selon la légende. Les sinus latéraux sont au nombre de deux. Ils naissent de la division du sinus sagittal supérieur au niveau du torculare. Le sinus latéral droit est plus large que le gauche. Le sinus sagittal supérieur et les sinus latéraux jouent un rôle important dans la circulation du liquide céphalorachidien. Il existe une relation directe entre la pression veineuse intracérébrale et la pression du LCR, de sorte qu'en cas de thrombose du sinus sagittal supérieur ou des sinus latéraux apparaît fréquemment une hypertension intracrânienne. Voilà, donc pour bien assimiler les notions anatomiques, voici notre schéma 3D. Je vais vous montrer avec le pointeur de la souris. Voilà le sinus sagittal ou bien longitudinal supérieur. Voici le sinus longitudinal inférieur. Voici le sinus droit. Voici le sinus latéral gauche. Voici le sinus latéral droit. Et voici le confluent des sinus, le torculare ou bien le pressoir d'Hérophile. Voici le sinus caverneux et comme vous voyez, il est relié aux sinus latéraux. Voilà une autre coupe, c'est une coupe sagittale. Voilà le sinus longitudinal supérieur. Voilà le sinus droit, le sinus longitudinal inférieur, le sinus latéral, le sinus caverneux et voilà la veine jugulaire.
Et vous voyez aussi les veines superficielles du cerveau. Et ici, la veine cérébrale interne, qui est une veine profonde et qui va se déverser dans le sinus droit par l'intermédiaire de l'ampoule de Galien. Ensuite, maintenant, je vais passer à des notions donc de physiopathologie et d'anatomie pathologique. L'aspect macroscopique et microscopique du thrombus est identique à celui de n'importe quel autre thrombus veineux. Lorsqu'il est frais, c'est un thrombus riche en hématie et en fébrine, pauvre en plaquettes. Et lorsqu'il est ancien, il est remplacé par du tissu fibreux, parfois en partie recanalisé. Sa constitution est due aux facteurs pathogéniques habituels, stase veineuse, hypercoagulabilité et les anomalies pariétales, c'est-à-dire les mêmes facteurs pour n'importe quelle thrombose veineuse profonde des membres par exemple, ou bien autre thrombose veineuse. Les conséquences cérébrales des thromboses veineuses sont très variables. Les thromboses veineuses cérébrales sont très variables. Un œdème cérébral isolé peut être la conséquence unique de l'occlusion d'un sinus. Donc parfois, les thromboses veineuses cérébrales se manifestent uniquement par une HIC, alors que l'occlusion d'une veine cérébrale conduit habituellement à la constitution de ce qui est appelé infarctus veineux. Ces infarctus veineux affectent le cortex et la substance blanche adjacente. Parfois, la thrombose du sinus sagittal supérieur se manifeste par des infarctus bilatéraux situés dans la partie supérieure et interne des deux hémisphères, de taille très variable et ne correspondant pas à la systématisation des territoires artériels habituels. Les infarctus veineux sont très différents dans leur pathogénie, leur aspect anatomique et leur évolution des infarctus artériels. Ils comportent un œdème beaucoup plus important et une composante hémorragique beaucoup plus fréquente, pouvant aller jusqu'à la présence d'un véritable hématome. Cette composante hémorragique explique la possibilité de survenue d'hémorragie sous-arachnoïdienne et même d'un hématome sous-dural. Donc ici, le point important, c'est de savoir différencier entre un infarctus artériel et un infarctus veineux. Les points importants à connaître sont: l'infarctus veineux est mal systématisé, c'est-à-dire il n'intéresse pas un territoire artériel bien limité, bien déterminé. L'infarctus veineux est le plus souvent proche du cortex, il est le plus souvent cortical. L'infarctus veineux, donc, il est beaucoup plus œdémacié, il s'accompagne de beaucoup d'œdème, et l'infarctus veineux, il a une tendance très élevée à l'hémorragie. Donc il saigne beaucoup et peut être responsable donc d'un hématome intracrânien ou bien parfois d'une hémorragie méningée. Ces points-là sont très importants, vous devez les garder toujours à l'esprit. Voilà. Je vais parler des étiologies. Les étiologies, on peut dire que de multiples affections sont responsables des thromboses veineuses cérébrales. On peut actuellement dénombrer plus d'une centaine de causes ou de facteurs favorisants. Ce sont systématiquement toutes les causes de thrombose veineuse périphérique auxquelles viennent s'ajouter les causes locales comme un traumatisme crânien ou bien une infection du voisinage ou bien une tumeur cérébrale. Donc divisé en causes ou bien étiologies infectieuses et en causes non infectieuses. Et ces deux grandes causes-là, on peut aussi les diviser en causes locales et générales. Donc vous gardez ça, les étiologies des thromboses veineuses, elles sont soit infectieuses, soit non infectieuses, et chaque catégorie, il y a des étiologies locales et des étiologies générales. Donc premièrement, les causes infectieuses. Les causes infectieuses ont vu leur fréquence diminuer dans les pays développés depuis l'introduction des antibiotiques et représentent actuellement moins de 10% des cas. Il y a les causes infectieuses locales. Premièrement, bien que rare, la thrombose du sinus caverneux est la forme la plus classique des thromboses veineuses cérébrales septiques. Tout à l'heure, j'ai montré le sinus caverneux.
Donc ces thromboses du sinus caverneux, elles compliquent une staphylococcie de la face en général. Donc c'est une complication classique de la staphylococcie de la face. Et il y a les autres causes infectieuses qui sont les sinusites, les abcès dentaires et les complications infectieuses des pathologies de l'oreille moyenne et de la mastoïde. Donc ce sont, comme vous voyez, des infections de voisinage qui peuvent entraîner une thrombose veineuse cérébrale. Donc attention, un abcès dentaire peut entraîner une thrombose veineuse cérébrale. Une otite moyenne aiguë peut se compliquer d'une thrombose veineuse cérébrale. Et parmi les causes infectieuses générales, on a certaines maladies parasitaires comme la trichinose, des maladies virales comme le VIH ou bien les infections à CMV peuvent donner des thromboses veineuses cérébrales. Je passe aux causes non infectieuses. Elles sont actuellement les plus fréquentes. On a les non infectieuses locales, par exemple un traumatisme crânien, une malformation artério-veineuse. Qu'est-ce que c'est une malformation artério-veineuse? Eh bien, c'est une malformation vasculaire cérébrale qui est caractérisée par une anastomose directe entre une artère et une veine sans capillaire. Donc normalement, vous avez l'artère, vous avez le lit capillaire et puis vous avez la veine. Mais ici, dans les malformations artério-veineuses, les artères et les veines sont anastomosées directement, ce qui va exposer cette anastomose à des accidents comme par exemple la rupture. Parce que la veine, c'est un système à basse pression, l'artère, c'est un système à haute pression. Cette anastomose directe est fragile et elle peut se rompre et entraîner une hémorragie cérébrale. Ça, c'est la malformation artério-veineuse. Et la troisième étiologie, c'est la fistule durmérienne. La fistule durmérienne, c'est un sous-type des malformations artério-veineuses. C'est une malformation artério-veineuse qui est située au niveau de la durmère, c'est-à-dire une artère méningée qui va, par exemple, entrer en anastomose directe avec une veine ou bien un sinus veineux. Étiologies locales peuvent favoriser la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale. On a les étiologies générales, non infectieuses, par exemple, ce sont des étiologies classiques, hein. Par exemple, le postpartum immédiat, la prise de contraceptifs oraux, la chirurgie, soit viscérale, soit orthopédique, certaines maladies congénitales qui entraînent un état de thrombophilie, par exemple la mutation du facteur 5, du facteur 2, le déficit en antithrombine 3, déficit en protéine C, en protéine S. Donc devant toute thrombose veineuse cérébrale, un bilan à la recherche d'une thrombophilie s'impose. On a aussi les hémopathies malignes, certains cancers et enfin des maladies inflammatoires comme le lupus érythémateux systémique et la maladie de Behçet. N'oubliez pas la maladie de Behçet. La thrombose veineuse, c'est une complication classique de la maladie de Behçet. On a vu beaucoup de cas à ne pas oublier. Et enfin après ce bilan-là, malgré un bilan étiologique bien conduit, 20 à 30% des thromboses veineuses cérébrales restent d'étiologie indéterminée. Donc c'est un pourcentage quand même qui est très élevé, hein. 35%, c'est presque la moitié, donc des thromboses veineuses restent sans étiologie connue. Passons maintenant à la clinique. L'expression clinique des thromboses veineuses cérébrales est très polymorphe et souvent trompeuse. Elle doit être suspectée lorsqu'un patient développe des symptômes et des signes associant à des degrés variables, une HIC ou bien un déficit neurologique ou bien une crise épileptique. Dans votre pratique, si vous voyez un malade qui présente des signes d'hypertension intracrânienne, par exemple des céphalées importantes, un flou visuel, avec un déficit neurologique focal, par exemple une hémiplégie ou bien une hémiparésie,
avec des crises convulsives, vous pouvez suspecter une thrombose veineuse cérébrale, quoique, comme je l'ai dit, le tableau il est très variable, les formes trompeuses sont multiples. Le mode d'installation aussi, il est un peu particulier, il est très variable lui aussi, et il peut être aigu ou bien chronique. On a décrit certains tableaux qui ont évolué sur une période de 30 jours. On sait par donner les signes cliniques les plus fréquents. Les céphalées. Les céphalées sont précoces, elles sont quasi constantes. Elles sont observées chez 90% des patients. Le plus souvent, il s'agit de céphalées d'intensité progressive croissante qui s'intègrent dans un tableau d'hypertension intracrânienne avec des nausées, des vomissements, des éclipses visuelles, c'est-à-dire des pertes de la vision, un œdème papillaire bilatéral et aussi une diplopie par atteinte du 6. L'atteinte du 6 elle est classée au cours de l'HIC. Cherche une thrombose veineuse cérébrale doit faire partie du bilan de toute hypertension intracrânienne dite bénigne et elle constitue l'un des diagnostics différentiels. Parfois le tableau il est vraiment trompeur. Il peut s'agir de céphalées isolées, donc sans les autres signes d'hypertension intracrânienne, mais ces céphalées, elles sont persistantes et résistent au traitement antalgique usuel. Ça, c'était pour le premier signe. Le deuxième signe, c'est le déficit neurologique focal, soit une hémiplégie, soit une paraplégie, soit des troubles sensitifs, soit une aphasie. Ce déficit, il est d'installation rapidement progressive et est noté dans 15% des cas, il est révélateur dans 15% des cas. Dans les thromboses du sinus longitudinal supérieur, les déficits moteurs et sensitifs peuvent toucher un hémicorps puis un autre, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie à bascule. Donc si vous voyez chez un malade une hémiplégie à bascule, un déficit à bascule, c'est-à-dire qui intéresse un hémicorps puis il intéresse l'autre hémicorps, vous devez suspecter une thrombose veineuse cérébrale. C'est très très important ce signe, ne l'oubliez pas. Le troisième signe, ce sont les crises épileptiques. Elles sont rencontrées dans 40% des cas à peu près. Elles peuvent être révélatrices ou bien elles peuvent survenir au cours de l'évolution de la maladie. Il peut s'agir de crises partielles, il peut s'agir de crises généralisées et parfois même il peut s'agir de mal épileptique. On a vu des thromboses veineuses qui se manifestent directement par un état de mal épileptique. Un autre signe, ce sont les troubles de la conscience. Les troubles de la conscience peuvent être la conséquence de l'HIC ou bien de lésions parenchymateuses ou bien d'un état de mal épileptique ou bien rarement d'une hydrocéphalie obstructive. Un autre signe, c'est l'ophtalmoplégie douloureuse qui associe une exophthalmie, un œdème palpébral et un chymosis avec des céphalées. Ce tableau-là, il est très caractéristique d'une thrombose du sinus caverneux. Donc, ophtalmoplégie douloureuse avec exophthalmie, œdème palpébral, chymosis et céphalée. Directement, vous pouvez suspecter une thrombose du sinus caverneux. C'est une urgence absolue car le pronostic il est très gravissime. Voilà les différents signes qui peuvent vous orienter vers une thrombose veineuse cérébrale et c'est l'association de ces signes plus ou moins complète qui rend le tableau évocateur, quoique le tableau, mais dans la plupart des cas, est trompeur. On passe aux examens complémentaires. L'examen complémentaire le plus important ici pour faire le diagnostic, c'est l'imagerie. Le diagnostic de certitude des thromboses veineuses cérébrales repose actuellement sur l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM. Cependant, le scanner peut être utile dans certains cas où l'IRM n'est pas disponible. Le scanner cérébral, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous montrer?
Le scanner cérébral peut montrer les signes directs de la thrombose veineuse. Mais ceux-ci sont inconstants et parfois faussement positifs. Il s'agit donc du signe du triangle dense ou bien du signe de delta avant l'injection, c'est-à-dire c'est la visibilité spontanée du sinus dans sa portion postérieure, et après l'injection on aura un signe du delta vide qui est aussi caractéristique d'une thrombose du sinus longitudinal supérieur. Les sinus droits latéraux et le système veineux profond thrombosé peuvent apparaître spontanément hyperdenses. Donc je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc ici c'est une image scanographique et vous voyez sur cette image là une thrombose du sinus droit. Donc le sinus droit il apparaît ici spontanément hyperdense et ici on a le signe, voilà le signe du delta ou bien du triangle dense. Voilà le triangle dense. Ça c'est une image scanographique d'une obstruction du sinus droit. Ensuite après injection, donc l'image précédente c'était un scanner sans injection, et lorsque j'injecte, le delta qui était dense, il devient vide. Donc c'est le signe du delta vide. Donc classique et caractéristique, vous devez le connaître, l'interpréter. Le signe du delta vide, il signe une thrombose du sinus longitudinal supérieur. Ici, dans cette image, on a un sinus latéral droit qui est spontanément hyperdense. Vous voyez ici, la flèche indique, donc ça c'est un scanner sans injection. Il est centré sur la fosse postérieure. Vous pouvez voir ici, c'est le cervelet. Et vous voyez que le sinus latéral droit, il y a une hyperdensité spontanée d'une thrombose veineuse de ce sinus-là. Donc ça, c'était pour les signes directs. Il y a des signes indirects, ils ne sont pas spécifiques, correspondent au retentissement sur le parenchyme cérébral de la thrombose veineuse. Soit on peut trouver un œdème cérébral diffus ou localisé, soit une ischémie veineuse. Rappelez-vous, l'ischémie veineuse, on a vu ses caractéristiques dans la physiopathologie. Donc, l'ischémie veineuse ayant une fois sur deux, dans 50% des cas, une composante hémorragique, ou bien parmi les signes directs, on peut trouver carrément une hémorragie cérébrale. Voilà une image d'antus veineux. Vous voyez sur cette image-là une lésion parenchymateuse temporale gauche d'aspect hétérogène avec un ramollissement hémorragique au centre. Ça témoigne d'un infarctus veineux. Donc c'est en faveur d'un infarctus veineux, donc deux composantes, une composante œdémateuse et une composante hémorragique de cette lésion-là. À la fin, il faut toujours mettre en tête que ces signes directs ou indirects ne permettent pas le plus souvent d'affirmer la thrombose veineuse cérébrale. Ils doivent être confirmés par un angioscanner ou bien par une imagerie par résonance magnétique. Maintenant, passons à l'imagerie par la résonance magnétique, soit une imagerie cérébrale par résonance magnétique ou bien une angio-IRM. L'IRM dans la séquence T1 et T2 reste l'examen de référence et permet de visualiser la thrombose avec un signal qui varie avec l'âge de la thrombose. Et aussi l'IRM montre le retentissement sur le parenchyme cérébral et montre l'extension de la thrombose. Le retentissement, c'est-à-dire s'il y a un œdème, s'il y a une ischémie ou bien s'il y a une hémorragie.
Précocement, le sinus thrombosé il est iso-intense, donc on ne peut pas le voir très précocement en T1, mais quelques jours plus tard, il va apparaître en hypersignal en T1 et aussi en T2. L'angiographie par résonance magnétique nucléaire, qui est un examen très important, qui va nous montrer les vaisseaux intracrâniens et l'absence d'opacification totale ou partielle d'un sinus. Du IRM, ça reste l'examen le plus utile et le plus important dans le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale. Donc lorsqu'on trouve qu'il y a un sinus qui n'est pas visualisé, qui n'est pas vu dans cette séquence-là. Mais si on trouve l'absence du signal d'un sinus, il y a un diagnostic différentiel qui est l'hypoplasie d'un sinus. L'angio-IRM à elle seule, elle ne permet pas le diagnostic de thrombose veineuse. On doit associer l'angio-IRM à l'IRM classique en séquence T1 et T2 pour confirmer le diagnostic. Ici, nous avons une image IRM en T1. Eh bien, elle montre un hypersignal spontané, donc du sinus droit. Maintenant, vous pouvez reconnaître le sinus droit. Ça, c'est le sinus droit. Il y a un hypersignal, sa thrombose. Ici, c'est une séquence d'angio-IRM. C'est une coupe coronale ou bien une coupe frontale. Ce que vous voyez ici, c'est le sinus latéral droit. Il est bien visualisé, mais ni le sinus longitudinal supérieur, ni le sinus longitudinal, ni le sinus gauche, ni le sinus latéral gauche ne sont visualisés. Donc c'est une thrombose du sinus longitudinal supérieur associée à une thrombose du sinus latéral gauche. Donc voilà une séquence d'angio-IRM. Et ici aussi c'est une séquence angio-IRM. Vous voyez très nettement qu'il y a une absence de l'opacification du sinus latéral droit. Ici donc c'est une thrombose du sinus latéral droit. Enfin, donc j'ai un mot sur l'angioscanner. L'angioscanner, il permet le diagnostic de thrombose d'un sinus veineux lorsqu'il montre une opacification partielle de ce sinus et une existence d'un thrombus intralumineux. Un examen très performant lui aussi, et il peut remplacer l'angio-IRM. Et l'artériographie, l'artériographie elle a perdu tout intérêt, mais avant l'avènement de l'IRM et avant l'avènement des angioscanners performants, l'artériographie était l'examen clé pour faire le diagnostic. Voilà. Les autres examens paracliniques de fonction de l'étiologie, je ne vais pas vous encombrer par ça, mais j'ai voulu insister sur l'imagerie et vous montrer un concret d'imagerie pour que vous ayez une idée sur ce que veut dire donc l'opacification du sinus, ce que veut dire le signe du delta vide, ce que veut dire une opacification spontanée du sinus, etc. etc. Enfin, on va parler du traitement. Donc le traitement des thromboses veineuses cérébrales est urgent. Gardez ça toujours à l'esprit. C'est une urgence médicale. L'anticoagulation par héparine à dose hypocoagulante permet de prévenir l'extension de la thrombose et la survenue de nouveaux infarctus et de limiter l'hypertension intracrânienne. Donc le but de mon traitement, c'est de prévenir l'extension de la thrombose, parce que la thrombose elle peut s'étendre et devenir plus grave, et aussi la thrombose elle peut entraîner d'autres infarctus cérébraux qui vont y avoir des conséquences fonctionnelles fâcheuses, et aussi l'HIC. L'HIC elle peut entraîner une cécité et un engagement. Le traitement anticoagulant il a pour but de traiter tout ça, d'éviter tout ça.
le risque d'aggravation d'une hémorragie ou d'un infarctus hémorragique par anticoagulant est très faible dans cette indication. Donc même si vous avez une hémorragie intracérébrale, même si vous avez une hémorragie méningée associée à la thrombose veineuse qui a été causée par cette thrombose-là, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre le patient sous anticoagulant car la cause de cette hémorragie, c'est pas une rupture d'un vaisseau, mais c'est la thrombose veineuse elle-même. Un des rares cas où il y a une hémorragie intracérébrale et on traite par anticoagulant. La décision est difficile, mais elle est nécessaire. C'est pour sauver le malade, quoique il y a un petit risque d'aggravation d'une hémorragie ou bien d'un infarctus hémorragique, mais on n'a pas le choix, on doit traiter la thrombose veineuse. Donc le consensus actuel est de traiter précocement les thromboses veineuses cérébrales par héparine, même en présence d'infarctus hémorragique. Ce traitement, dans un délai de 8 à 15 jours, sera relayé par les anticoagulants oraux prescrits pendant 3 à 6 mois en absence d'une cause retrouvée. Aussi, un autre volet du traitement sont les anticommiciaux qui sont prescrits s'il y a des crises épileptiques et en cas d'hypertension intracrânienne. Le traitement doit associer diurétique type mannitol et une restriction hydrique. Et lorsque la cause de la thrombose veineuse nécessite un traitement, par exemple une otite ou bien une mastoïdite, celui-ci est associé dans les thromboses veineuses septiques où le traitement antibiotique est classique. Enfin, un mot sur l'évolution et le pronostic. Le pronostic des thromboses veineuses cérébrales est en général bon, même pour les patients présentant des tableaux neurologiques initiaux gravissimes, aussi bien sur le plan vital que fonctionnel. Les décès sont peu fréquents, inférieurs à 10% des cas, et la récupération est bien supérieure à celle des ischémies artérielles parce que, on le dit une deuxième fois, les lésions sont plus œdémateuses que nécrotiques. Là, je vous remercie, c'était notre cours sur les thromboses veineuses cérébrales. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Merci. Au revoir.